Bienvenue sur ce premier épisode d'Idées reçues, une série d'interviews où on va débunker les clichés de sujets hyper variés. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur chez Loopsider, le harcèlement scolaire. On reçoit Anne Gente, qui est ministre de l'Éducation, et Laura, qui est une ancienne élève harcelée puis harceleuse et fondatrice de l'association Kaineo. Le principe de l'émission, c'est qu'on parle des clichés, des idées reçues sur le harcèlement. Donc je vais vous les lire et après vous allez pouvoir y répondre. Le harcèlement scolaire, c'est comme un rite, tout le monde passe par là. Les enseignants ne voient jamais ce qui se passe. Le cyberharcèlement n'est pas aussi grave que le harcèlement physique. Les écoles ne font rien contre le harcèlement scolaire. Les garçons harcèlent plus que les filles. Les harceleurs viennent de milieux défavorisés. Le harcèlement, c'est pas si grave, on s'y remet. Laura, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je suis la fondatrice de l'association Kaineo, j'ai 26 ans aussi, voilà, je suis étudiante encore. Et cette association, elle lutte contre le harcèlement scolaire. J'ai aussi donc, un vécu par rapport au harcèlement scolaire, ça a défini énormément de choses dans ma vie. Depuis un certain nombre de temps, tu vas dans les écoles, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors on fait plusieurs choses, on fait des interventions scolaires auprès des maternelles jusqu'en terminale, vraiment adaptées à chaque âge pour expliquer ce que c'est le harcèlement scolaire. Et là on vient justement un peu débunker des idées reçues. Et surtout, on vient montrer aux élèves, surtout les collégiens, où je trouve que c'est vraiment une période où on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Et c'est ça qui pousse en fait des élèves ou des enfants comme voilà, Nicolas ou comme Dina à mettre fin à leur jour. Et nous, on se tient devant eux, tels que nous sommes, et on leur dit, on est passé par là, et on est toujours vivant, on est heureux. Toi, tu as été victime de harcèlement? Ouais. C'était à quelle période? Ça a commencé dès le début de mon enfance, enfin, je pense vers mes 5 ans. C'était dans le cadre de mon village, donc auprès de filles qui avaient à peu près mon âge et un peu plus âgées, l'âge de ma sœur aussi. Et c'est des intimidations, harcèlement moral, harcèlement physique aussi, jusqu'au collège, vers la 5e, après en 4e elles sont parties. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous rappeler la situation en France? Est-ce qu'il y a des chiffres sur le harcèlement scolaire? Sur le harcèlement scolaire, les chiffres qu'on a, c'est qu'on a à peu près 2 élèves par classe qui disent être victimes de harcèlement, qui peuvent témoigner du fait qu'ils sont victimes de harcèlement. Alors le harcèlement, sachant qu'ils peuvent avoir lieu à l'école, mais en dehors, il n'y a pas de frontière au harcèlement. Et le harcèlement, je voudrais juste rappeler que ça peut être, ça a été dit par Laura, ça peut être des moqueries, des brimades, une rumeur, jusqu'à des insultes, jusqu'à des violences, qu'elles soient morales, physiques, cyber aussi. Et tout ça fait que petit à petit, on a un jeune qui est plus ou moins jeune, parfois très très jeune, ou collégien ou plus grand, qui s'isole. Il peut même avoir peur d'aller à l'école, il peut même refuser d'aller à l'école, et puis jusqu'à des situations aussi dramatiques que ce qu'évoquait Laura tout à l'heure. Donc le harcèlement, je voudrais juste rappeler, c'est un délit dans la vraie vie. C'est un délit, c'est pas juste une moquerie, c'est un délit. On a l'impression de commencer par un petit mot insignifiant, mais au bout du compte, c'est un mot qui blesse, qui fait mal, qui isole, et c'est un délit. 2 élèves en moyenne par classe, c'est un chiffre énorme, non? C'est beaucoup, et encore, c'est ce qu'on a réussi à identifier. Je me demande parfois si c'est pas plus que cela. Moi-même, il se trouve que lorsque mes propres enfants étaient scolarisés, j'ai entendu parler de comportements qui m'ont vraiment alertée, avec clairement des clans qui s'opposaient, avec en gros ceux qui s'appelaient les populaires et puis les autres. Comme j'étais active dans une association de parents d'élèves, j'ai demandé à ce qu'on fasse une grande enquête. Je vous dis ça, c'était dans les années 2010. J'ai demandé qu'on fasse une grande enquête sur le collège et le lycée pour essayer d'aller chercher les témoignages des jeunes, collégiens et lycéens, où leur demander s'ils avaient été victimes de harcèlement. Les chiffres étaient épouvantables. Épouvantables. On était sur mais plus la moitié des jeunes qui disaient « j'ai été victime de faits de harcèlement ». Et là, je me suis dit « waouh, il faut faire quelque chose ». Mais à l'époque, 2010, on n'en parlait pas comme maintenant. Et donc, il y a une forme de « oui, c'est des histoires entre enfants, c'est un sac de billes, c'est la guerre des boutons, vous inquiétez pas, voilà, ça va passer ». Il faut bien en passer par là quand on est jeune. Ah non, je veux redire aux jeunes, on se moque pas d'un jeune, on ne dit pas des choses méchantes sur lui, même pour rigoler. Est-ce que vous, à votre époque, collège-lycée, on parlait déjà du harcèlement? Non, pas du tout. En fait, en travaillant moi-même sur le harcèlement, à la fois comme parent d'abord, puis maintenant comme ministre, ça fait forcément remonter des choses de nos propres expériences. Et j'ai toujours trouvé que c'était... moi, j'ai jamais eu d'amis de l'école primaire jusqu'en classe de première. Je me suis jamais posé de questions. Et effectivement, après, on se rend compte qu'il y a tous ces petits mots, toutes ces petites brimades, et je peux parfois mettre le nom de l'élève qui le faisait, qui se moquait de moi, qui disait des choses. Bon, j'ai réussi à outrepasser tout ça par d'autres comportements, parce que je me débrouillais toute seule, mais
Mais ça reste une souffrance terrible et c'est pas acceptable. On peut pas avoir un jeune qui est tout seul, c'est pas normal. Enfin, quand on va à l'école, c'est pour être avec des amis, c'est pour rencontrer du monde, c'est pour partager des moments forts, des moments difficiles, des moments où on apprend, des moments où on découvre. C'est pour être avec d'autres. On n'est pas là pour être tout seul. Pourquoi on n'arrive pas à prendre exemple sur d'autres pays, les pays scandinaves ou le Canada? J'ai l'impression qu'en France, le sujet de la santé mentale chez les jeunes, c'est compliqué. Je vais raisonner pas comme ministre, mais comme médecin, parce que je suis médecin au départ. Et en fait, la santé mentale, c'est déjà un tabou en France. Et je me rappelle très bien comme médecin, des personnes qui étaient victimes d'une dépression avaient l'impression que c'était de leur faute, qu'elles étaient anormales, que c'était pas bien, d'être un peu tristes, qu'elles allaient prendre le dessus, qu'elles avaient qu'à un petit peu être un peu solides, puis ça allait remonter. Non. Et je leur disais, mais la dépression, dites-vous que c'est comme si vous aviez attrapé une grippe, ça vous tombe dessus, il peut y avoir des éléments déclencheurs, mais pas forcément. Et donc ce tabou de la santé mentale, il faut réussir à le briser, on commence à en parler. Il y a eu la période Covid qui a fait vraiment ressortir toute cette souffrance psychologique, cette souffrance mentale. Chez les jeunes, c'est particulièrement présent et qu'il faut pouvoir accompagner nos jeunes. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les structures, les environnements dans lesquels on peut les accueillir pour qu'ils puissent parler sont insuffisants. Et là, j'ai pu voir dans d'autres modèles, notamment anglo-saxons, des structures dans les écoles qui permettaient d'accueillir ces jeunes dans un environnement pas forcément médicalisé, pas forcément un médecin par lequel il faut commencer, pas forcément un psychologue tout de suite. Je rêverais qu'on puisse mettre ça en œuvre dans nos écoles. Peut-être qu'on y viendra un jour. En tout cas, j'aurais à cœur de partager ces expériences au sein de mon ministère. En tout cas, moi, c'est une priorité. Est-ce que toi, ce que tu disais, le harcèlement a commencé dans ton village, puis a continué à l'école? Est-ce que tu as été écoutée? J'en ai pas parlé aux enseignants parce que c'était pas quelque chose qui se déroulait forcément en classe, ou c'était de la part d'élèves qui étaient en 3e ou en 4e quand moi j'étais en 6e. Donc c'était exclu pour moi d'en parler, j'avais trop peur déjà de toute façon. Et comme ça se passait surtout au niveau des bus, ou l'arrêt de bus de mon village, mais aussi l'arrêt de bus du collège, et parfois dans la cour, moi je me faisais juste toute petite en fait et j'attendais que ça parte. La personne à qui j'en ai parlé, c'était ma mère. Et c'est vrai que les réponses qu'il y avait, moi, étaient insatisfaisantes pour moi. En fait, elle me disait, moi aussi j'ai été embêtée à l'école, je me suis défendue. Et c'était insatisfaisant parce que derrière il y avait tout un mal-être en fait. La superficialité du collège, le fait d'être, comme vous l'avez dit Madame la Ministre, il y avait 2 groupes en fait antagonistes entre, je dirais même 3, les populaires, ceux qui sont normaux, voilà, qui essaient un peu de monter, qui évitent de descendre, et puis ceux qui sont en bas. Et moi j'avais vraiment cette hantise en fait d'être dans le groupe ceux d'en bas en fait. Et le fait que ça se passe en dehors de l'école, c'est encore plus piège parce que à l'école, quelque part, au moins il y a le temps de classe où a priori pendant le temps de classe, on pense qu'il va rien se passer. La récré, c'est très dur. Le sport, les vestiaires, la piscine. Il y a des moments comme ça, les sorties scolaires. Mais l'arrêt de bus, c'est terrible l'arrêt de bus. Il n'y a pas d'adultes. Puis après ça, on va dire, oh, c'est pas long l'arrêt de bus, c'est juste le trajet, puis tu t'attends pas très longtemps. Il y a cette espèce de message qui est véhiculé. Il faut vraiment résister à ça et dire aux adultes, vous ne pouvez pas dire ça à un jeune. Oui, parce qu'on pense souvent qu'il faut éduquer les élèves qui harcèlent. Il faut dire aux élèves harcelés de se défendre, etc. Mais on ne pense jamais à dire aux adultes, non, il ne faut pas réagir comme ça. Et il faut écouter l'enfant. Dans nos écoles aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'il a des élèves de son âge qui sont des ambassadeurs au harcèlement. Donc déjà, ils savent que cette personne-là, ils sont formés, ils peuvent se confier. On a des ambassadeurs au harcèlement. Dans toutes nos écoles, on a formé des milliers de personnels à détecter les signaux faibles. C'est quoi un harceleur? C'est quoi harceler? Comment je les repère? Ça, c'est du côté des enseignants, des professeurs, des instituteurs en primaire, des assistants d'éducation, des surveillants. Toutes ces personnes-là sont formées. Et puis dans l'académie, encore au-dessus, on a créé 150 emplois l'année dernière, des personnes qui sont complètement formées, qui ne font que ça toute la journée. Leur seul métier, c'est de s'occuper de la lutte contre le harcèlement. Et ils peuvent à tout moment venir dans un établissement, aider les personnels et les élèves, repérer la victime, aider la victime, la soutenir, et surtout aller chercher qui est le harceleur et s'assurer qu'au bout du compte, il y a bien des sanctions qui seront prises. Parce qu'encore une fois, le harcèlement est un délit. Après, il y a tout le travail qui est fait pour justement repérer les signaux faibles. C'est quoi les signaux, par exemple? Pour moi, l'un des premiers signes, c'est notamment le jeune qui s'isole. C'est pas normal. Je le disais tout à l'heure, on ne devrait pas aller à l'école pour s'isoler. La baisse des résultats scolaires. Pourquoi d'un seul coup un jeune qui travaillait bien, qui avait plutôt des bons résultats, il y a un décrochage? Puis ça peut être un moment un jeune qui est absent. Ah bon, il est absent un jour, 2 jours, puis plusieurs jours de suite. Puis un jour, il vient plus à l'école. Puis les parents disent, bah oui, il a mal au ventre. Parce que les parents n'ont pas compris ce qui se passait, le jeune n'a peut-être pas parlé à ses parents. Vous voyez, ça commence de choses très banales,
Et c'est pas forcément, ça se voit pas forcément physiquement, mais un jeune qui change dans son comportement, qui était jovial, qui ne l'est plus, qui était sociable, qui ne l'est plus, qui avait des bons résultats, qui ne les a plus, qui venait à l'école, qui ne vient plus, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que, quand tu étais en situation où tu harcelais, tu en as parlé aussi à ta mère? Non, c'est des choses auxquelles... Parce que ça a été très ponctuel, en fait, et c'était vraiment plus de la haine, en fait. Tout ce qui s'est passé m'a emmenée dans une dynamique, en fait, de violence envers moi-même, déjà. Et du coup, ça m'a emmenée plus à avoir des mauvais comportements, en fait, envers des personnes. Et une fois où une surveillante, c'est d'ailleurs la seule fois où j'avais mis le mot harcèlement sur tout ça, c'est lorsqu'une surveillante m'a pris à part et m'a dit « Mais en fait, là, ce que tu fais, c'est du harcèlement ». Et là, pour moi, ça a été un choc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important, comme vous disiez, que les adultes aussi posent les bons mots, savent identifier une situation et réagir correctement. Tu dois avoir beaucoup de témoignages aussi. C'est quoi les signes du harceleur? Il n'y a pas de profil type du harceleur. N'importe qui peut être amené à harceler parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a une personne qui va vraiment, et ça, d'ailleurs, dans l'enquête de l'IFOP qui a été publié en 2023 avec l'association Marion la main tendue, ils avaient mis un chiffre par rapport à ça que je trouvais intéressant. Il y a 10% d'élèves qui ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi ils harcelaient. Il n'y avait pas de raison. Donc là, on voit vraiment que c'est un type de harceleur qui, voilà, on dirait que c'est un peu de la méchanceté gratuite et qui, moi aussi, j'en ai rencontré d'ailleurs comme ça quand j'étais au lycée. Donc il y a ce type-là de personnes. Il y a aussi donc des harceleurs qui vont devenir harceleurs en étant dans le groupe. Et ça, c'est vraiment par désir de suivre, par désir d'être reconnu. C'est dans ce genre de situation que moi, je me suis retrouvée, notamment au collège. Et après, on a aussi des harceleurs qui agissent par violence, par défense. Et on a donc des enfants qui ont été harcelés, qui vivent dans la violence, ou pas forcément du harcèlement, mais de la violence aussi dans le milieu familial. Ça, on en a rencontré lors de nos interventions scolaires. Et qui banalisent cette violence et qui vont la reproduire dans le milieu scolaire. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de vos enfants. Est-ce que vous en parlez avec eux? Oui, il faut accompagner nos enfants, s'assurer, d'abord, je pense que ça fait partie du dialogue en famille qu'il faut avoir quand un jeune rentre de l'école, accepter en même temps que sa journée ne nous appartient plus en tant que parents. Mais c'est pas parce que sa journée ne nous appartient plus et qu'il a son jardin secret, ça c'est bien normal, qu'il ne faut pas parler avec lui, rentrer dans un dialogue pour s'assurer qu'il est justement dans sa tête bien, qu'il se sent bien, qu'il est heureux d'aller à l'école, qu'il s'y fait des amis. Il peut ne pas aimer peut-être certaines disciplines, certaines matières, il y en a qui aiment plus ou moins travailler à l'école, mais ça c'est autre chose. Mais qu'en tout cas dans la socialisation, dans la relation à l'autre, qu'ils se sentent bien. Et ça c'est dans le dialogue aussi entre parents et enfants que c'est important comme parents de le faire. Maintenant, un harceleur peut être changé d'établissement. Est-ce que ça c'est concret? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que ça a été fait déjà? Alors, j'ai pas les chiffres, mais je peux vous dire que ça a déjà été fait. C'est effectivement une possibilité, puisqu'à un moment, face à tant de souffrance et à tant de méconnaissance du problème, c'était plutôt les victimes que finalement, parfois, les parents faisaient changer d'établissement. C'est au contraire au harceleur à être changé d'établissement. Avec moi, ce que je souhaite comme lié, c'est un accompagnement pour qu'il ne reproduise pas ce comportement, parce qu'attention, il va se retrouver dans un nouvel environnement, il pourrait à nouveau se retrouver comme un roi dans un royaume qu'il ne connaît pas encore, en se disant, après tout, ils ne me connaissent pas, allez, je vais recommencer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un sentiment d'injustice. Les harceleurs, bon, ils ont peut-être une réflexion, une punition, mais ça ne va jamais assez loin. En tout cas, les consignes en milieu scolaire sont très claires. Hein. Ouais. Aujourd'hui, une enquête doit être faite, il faut retrouver le harceleur ou les harceleurs, ils peuvent être plusieurs, ça peut être un groupe justement, et des sanctions doivent être prises. Il doit y avoir un conseil de discipline, une sanction scolaire, et attention, hein, il peut y avoir une sanction judiciaire derrière, il faut que les harceleurs l'entendent. Et il peut y avoir un dépôt de plainte qui donne lieu à des poursuites judiciaires, et ça se finit au tribunal. Ça, c'est dans les faits, mais est-ce que toi, par exemple, avec tous les témoignages que tu entends, tu as l'impression que le sentiment d'impunité est présent, ou au contraire que de plus en plus, il y a des sanctions? C'est encore difficile de mettre en œuvre les choses. Il y a des mesures qui sont là, mais c'est difficile de les appliquer dans un établissement, du fait des circonstances, du fait de... voilà, des circonstances de la profession, par exemple. C'est quoi, par exemple, les circonstances? Les heures, beaucoup d'heures de cours. Par exemple, nous, on a donc notre trésorier qui est professeur, donc il est aussi membre de l'équipe justement du programme phare dans son collège, et il doit faire face en fait au nombre de phénomènes qu'il y a. Par exemple, ils prennent lors de leur pause déjeuner ce moment-là, donc ils mettent de côté un peu ce côté-là de faire une coupure de manger pour parler de tous les cas qu'ils ont. Et
Et il y en a tellement que ça suffit pas. Il y a tellement de situations, tellement de choses, c'est difficile en fait de s'occuper de tout ça. Il me disait encore là récemment que voilà, il y a un élève qui se faisait harceler dans sa classe, qui se faisait moquer jusqu'au point qu'il pleurait tellement qu'il pouvait pas donner son cours. Il a dû arrêter le cours, il a dû leur donner des exercices, se stopper dans le programme pour prendre l'élève à part et jouer aussi son rôle donc de référent aussi au niveau du harcèlement scolaire et de régler la situation. Donc en fait, il y a des procédures sont là, les protocoles sont là. Tout ne peut pas reposer sur les professeurs. Qu'est-ce qui manque selon toi du coup? Je pense qu'il faudrait un système qui corresponde à l'habitus en fait des enfants de la génération actuelle. C'est-à-dire, il y a une communication qui va très vite sur les réseaux sociaux. C'est plus facile de parler, par exemple, en étant un peu anonymisé plutôt que d'aller face à un adulte lui parler. On pourrait très bien penser un système un peu comme le 30-18 avec l'application, mais d'essayer de mettre ça en place dans chaque établissement où en fait, il peut y avoir des dépôts de témoignages, il peut y avoir des dépôts de preuves où les enfants peuvent aller sans être vus, en fait, en parler. Parce qu'il y a aussi l'aspect de passer la porte et de... Voilà, je sais qu'il y a des choses, des systèmes de discrétion, pardon, qui sont mis en place. Vous l'avez souligné tout à l'heure, le numéro 30-18. 30-18, c'est un numéro où on peut parler de manière anonyme. Justement, ce souci de discrétion qui fait que cette barrière sociale qu'on a du mal à franchir pour oser parler, le 30-18 y répond à la fois au téléphone mais aussi en ligne, c'est le même numéro, via la plateforme Messenger. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Mais c'est vrai que le sujet de discrétion, il y a des associations aussi qui mettent des boîtes aux lettres, on peut de façon anonyme déposer un mot pour dire ce qu'on a vu ou ce dont on est victime. Donc ça peut être aussi un outil. La discrétion, c'est aussi des outils que j'ai vus se déployer dans des établissements où on a un coin presque physiquement, quand l'école est assez grande, presque isolé justement, ou en toute discrétion, et on sent ce besoin de discrétion, ce besoin, je souffre terriblement, mais je ne veux pas l'afficher, je ne veux pas le dire, donc j'essaie de trouver une manière de le dire, et ça, il faut aussi que les écoles arrivent à voir comment elles pourraient réfléchir à ce coin discrétion. C'est pas facile à mettre en œuvre, moi j'en suis bien consciente, et tout ce que je pourrais faire pour aider à ça, vraiment à ce qu'on parle, parce que on n'en a pas fini avec le harcèlement. On a répondu un petit peu aux idées reçues, je vais vous les redonner, et vous allez essayer d'y répondre. Le harcèlement scolaire, c'est comme un rite, tout le monde passe par là. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? C'est archi faux. Archi faux. Heureusement, on peut se construire en adulte en n'étant jamais passé par le harcèlement. Le harcèlement, c'est une souffrance épouvantable. Ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a vraiment pas un type de personne qui est spécifiquement visée par le harcèlement scolaire. Ça peut arriver à tout le monde, mais ça devrait arriver à personne, en fait, parce que c'est pas l'expérience qui nous donne la capacité après de fonctionner dans la vie, comme on dit souvent, c'est en tombant qu'en apprenant, ou pas du tout. En fait, ça vient vraiment handicaper une personne pour plus tard dans sa vie. Et je parle d'expérience parce qu'il a vraiment fallu un énorme travail pour que je puisse faire des études, pour que je puisse me sociabiliser normalement, vivre normalement. Deuxième idée reçue, les enseignants ne voient jamais ce qui se passe. C'est toujours difficile, on l'a évoqué comme quand on est adulte, de voir, de reconnaître, parce que c'est pas un enfant, un jeune qui change du jour au lendemain, tout ça est progressif, tout ça est insidieux, donc c'est pas forcément facile à voir. Et puis on est dans un monde qui commence à reconnaître le phénomène. Donc aujourd'hui en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous avons déployé tout un tas d'outils, et notamment de la formation qui permet d'aider nos enseignants à reconnaître les signaux faibles, mais on sait qu'il reste, Laura l'a évoqué, des tabous, des difficultés, des freins. Et donc, c'est tout ce dispositif, toutes ces mesures qui sont mises en place pour pouvoir aider à la fois le jeune à parler et l'adulte à entendre. Donc c'est faux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le cyberharcèlement n'est pas aussi grave que le harcèlement physique. On n'a pas eu le temps d'en parler. Tu as été victime de cyberharcèlement ou pas du tout? Heureusement, j'y ai échappé parce que ma génération n'était encore que sur MSN, donc c'était encore un peu limité. Les conséquences sont plus graves avec du cyberharcèlement parce qu'en fait, ça nous suit à la maison. C'est plus je passe le pas de la porte et c'est fini, je suis dans mon foyer, je suis avec ma famille. Ça me suit jusque dans mon lit tard le soir, ça me suit le matin quand je me réveille, donc c'est tout le temps. Et là, on a des chiffres qui montrent en fait qu'on a, si je me rappelle bien, 35% de chances en plus de développer des troubles psychologiques à cause de ça. Autre idée reçue, les harceleurs sont des anciens harcelés. Il n'y a pas besoin d'avoir été harcelé pour devenir harceleur. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être harceleur pour devenir harcelé. Enfin, voilà, tout ça est très, très perméable. Et dans tous les cas, le harcèlement, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas l'accepter. Et comme victime, il faut se dire, je ne dois pas l'accepter, je dois pouvoir en parler. On en a beaucoup parlé, les écoles ne font rien contre le harcèlement scolaire.
ça c'est fini, il y a des choses qui ont été mises en place. En tout cas, il y a des mesures très fortes qui ont été déployées, des personnes formées. On a des mesures qui sont là, ça dépend des écoles, comment est-ce qu'elles sont mises en place, ça dépend de l'état d'esprit des chefs d'établissement, ça dépend de l'état d'esprit des professeurs, de la sensibilité de chacun en fait et du niveau de formation aussi de chacun par rapport à ça. Alors c'est vrai que là, depuis quelques années, ça s'améliore. C'est vrai qu'au niveau des chiffres, on avait quand même 65% de professeurs qui s'estimaient pas assez formés. Là maintenant, je pense que ça a évolué parce qu'on a des formations qui sont mises en place, mais il y a encore vraiment besoin d'améliorer les choses. Une base, elle est là, mais on n'est qu'au début. Les garçons harcèlent plus que les filles. C'est faux. Moi, je pense que tout le monde, ça prend peut-être des formes différentes, mais pour moi, autant de filles que de garçons harcèlent. Peut-être pour compléter, peut-être dire un petit mot aux garçons et leur dire que avoir des propos sur le physique d'une fille, c'est vite blessant. Donc à tout âge, voilà. Donc y penser, le savoir que le harcèlement, ça peut commencer par un petit mot qu'on croit être banal. Pas une fausse blague. Et en réalité, voilà, et en réalité qui est très blessant, et ça peut commencer comme ça, par quelque chose qu'on pense être insignifiant quand on le dit, mais qui n'est pas du tout insignifiant pour celle qui le reçoit. Juste avoir ça à l'esprit. Et aussi pour rajouter, parce que ça me fait penser à une expérience qu'on a eue en intervention, c'est pas parce qu'il y a un garçon qui embête une fille qu'il l'aime. Parce qu'on a beaucoup de choses comme ça, où des filles acceptent des choses et qui sont parfois à la limite du harcèlement sexuel, mais parce qu'elles pensent qu'ils l'aiment. Et ça, enfin, nous, on a même créé des interventions filles-garçons pour ça, parce qu'on s'est dit, mais ça fait totalement partie du harcèlement scolaire. Et c'est des fausses idées qui font qu'au collège, on a vraiment des situations compliquées. Les harceleurs viennent de milieux défavorisés. Un harceleur, ils peuvent vraiment venir de tout type de milieu. En fonction du milieu duquel il va venir, ça va avoir de l'influence sur ce qu'il va faire. C'est vrai que nous, on a vu des enfants qui venaient de milieux défavorisés, où parfois ils viennent à l'école, ils n'ont pas mangé le matin, ou des choses comme ça, ou qui ont des bleus sur le corps, ou des choses comme ça. Ben, on voit qu'eux, ils sont sujets en fait, à avoir certains comportements auprès de leurs camarades. Mais j'ai vu aussi, quand j'étais au lycée, un camarade en fait, qui venait d'un milieu très favorisé et qui était un harceleur mais incroyable. On n'a même pas réussi en fait, à le faire arrêter, parce que je me suis battue contre cette situation et ça n'a jamais donné. Parce que justement, les parents, après, ils avaient de l'influence auprès des chefs d'établissement. C'est une autre histoire encore, mais ils peuvent vraiment venir de n'importe quel milieu. Il a été démontré sociologiquement que la violence pouvait avoir un lien avec notamment certaines formes de difficultés sociales. En revanche, le harcèlement, il est vraiment dans tous les milieux. Dans tous les milieux, et ne pas croire que certains milieux en seraient préservés, c'est faux. Le harcèlement peut commencer par des choses, encore une fois, banales, et concerne absolument tous les milieux. Dernière idée au-dessus, avant de se quitter. Le harcèlement, c'est pas si grave, on s'en remet. Le harcèlement a des conséquences extrêmes sur une personne, mais ce que je voudrais dire pour les victimes et les anciennes victimes qui nous regardent, c'est qu'on peut en guérir. Nous, dans Caineo, on travaille sur les séquelles que le harcèlement scolaire a eu sur nous, et on peut dire qu'on est guéri de ça. Aujourd'hui, l'impact que ça a pu avoir sur moi n'est plus là, en fait, que ce soit dans ma vie, dans celle de Sharon. Donc, aussi pour montrer aussi cet espoir-là, parce qu'on montre la gravité extrême du harcèlement, oui, mais aussi montrer qu'on peut en guérir, on peut se débarrasser de ces séquelles-là. Ça demande un travail, mais c'est possible parce que nous, on est là. Caineo est là, tous nos bénévoles sont là, et ils sont la preuve de ça. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup Laura. C'était très intéressant et évidemment, on a encore beaucoup de travail, mais c'est très important d'en parler.